Bonjour à toutes et à tous. Les règles de l'art est une étude fascinante de Pierre Bourdieu qui montre comment le champ littéraire a conquis son autonomie au XXe siècle, s'arrachant ainsi à la tutelle de l'État grâce à des écrivains comme Flaubert et Baudelaire. Bourdieu explore comment les écrivains, les critiques et les éditeurs ont façonné le champ littéraire à travers leur lutte et confrontation. Il propose une théorie originale de l'art conçue comme une valeur autonome, tout en soulignant l'interconnexion entre l'art et les structures de relations sociales dans lesquelles il est produit et reçu. En définissant la logique à laquelle obéissent écrivains et institutions littéraires, Bourdieu établit les fondements d'une science des œuvres, dont l'objet serait la production non seulement de l'œuvre elle-même, mais aussi de sa valeur. Si nous nous arrêtons sur ce moment de bascule qu'est l'année 1789, c'est justement pour mieux distinguer le point initial de l'entreprise d'institutionnalisation du milieu artistique, et pas seulement du lieu, le musée. De ce point initial, nous voyons progressivement émerger un ordre qui ne peut nullement se résumer à la simple question de l'appréciation des œuvres, au seul problème de la jouissance et du goût. En glissant magistralement dans la sphère publique, le musée est irréductible à la volonté d'un seul homme d'être grand, prestigieux, mémorable. Il devient par essence politique, c'est-à-dire qu'il est pensé selon une idéologie dans laquelle il occupe une certaine position. Le musée, au-delà de l'interrogation sur la beauté des œuvres choisies et les limites pratiques de l'exposition, est la signature d'un discours qui se constitue ailleurs, dans ce qui petit à petit se construit comme les puissances dominantes. Revenons alors à un propos de Bourdieu, à la fin de L'Amour de l'art. Il y dénonce le caractère austère, imposant, voire écrasant du musée. Il n'est pas le premier. Déjà, en 1803, Jacques Cart assimile l'entrée de la première salle du musée Lenoir à l'entrée dans une cathédrale. Cette majesté est même un des griefs majeurs faits à cette institution. Ce qu'induit la structuration d'un tel espace doit nous interpeller. Dans son étude sur les musées, Luca Basso-Peresut rappelle que le modèle du XIXe siècle est le plan quadrilatère avec rotonde centrale. Il faudra attendre la fin du siècle avec l'apparition de la halle basilique de fer et de verre pour privilégier la communication et la sociabilité. Le musée présente donc dans son organisation spatiale un élément fort de clôture. S'il instaure, dans l'articulation même de la collection, une structuration temporelle, avant, les œuvres du passé, le présent, la conservation et exposition, il présente aussi dans les modalités de son installation une structuration spatiale autrement plus discriminante encore. Dedans, l'art, dehors, le quotidien, le prosaïque, qui n'existe que dans le moment même de sa réalisation et se réactualise à chaque visite. La monumentalité du lieu et les limites qu'elle donne à voir sont des preuves imposées au sujet à chaque fois qu'il arrive devant le musée, avant même que la confrontation aux œuvres n'ait lieu. Il faut, en ce sens, comprendre que le musée produit un espace sans ouverture sur le monde. Dans son ouvrage Après la fin de l'art, Arthur Danto réfléchit sur cet univers étranger que les ouvertures semblent déranger, signalant par exemple qu'un seul musée de New York est doté d'une fenêtre, le Whitney Museum of American Art. Cela signifie que dans une première phase qui s'étend tout au long du XIXe siècle, le développement du concept muséal assoit son autorité sur l'idée d'une rigueur inhibant ceux qui voudraient se familiariser avec ces lieux. On conçoit combien, sur le plan psychologique, l'effet peut être fort. Il dénote surtout une dérive assez perverse des inquiétudes révolutionnaires quant à l'indispensable protection des œuvres. Il semble alors que l'on passe de la préservation, y compris en invoquant des obligations matérielles et des contraintes techniques, à l'interdiction. Or, on serait naïf d'imputer cette évolution à une simple sclérose administrative, un défaut de moyens ou à un renoncement conscient aux aspirations révolutionnaires.
Dans le temps où le musée devient inaccessible, on continue d'en vanter les vertus éducatives, pédagogiques, politiques. Beaucoup d'auteurs vont regretter que le musée soit réduit à une opération d'appropriation symbolique, par le biais d'un discours sur l'art, mais aussi au prix d'une mise en scène aussi impressionnante. Le musée épouse, dans son évolution, les contours d'une morale qui veut se donner bonne figure. Le musée durcit ou statufie. Il rigidifie tout. Et il est dans la droite ligne des codes sociaux et du souci de contrôler les comportements. Bernard Deloche y voit une école de la répression et l'héritage fictif des déshérités qui ne peuvent que se trouver démunis devant l'abondance, le trop-plein, induit par la démarche cumulative de la collection, surtout quand c'est tout le passé qu'il faut répertorier. Pour cristalliser cette tension aliénante du lieu sur ceux qui auraient dû y trouver un moyen de se comprendre, d'intégrer cette unité historique incarnée par la nation et son patrimoine, la littérature romanesque du XIXe siècle nous offre un épisode magnifique. Il s'agit de la visite au Louvre faite par la noce désœuvrée dans L'Assommoir de Zola. Le romancier naturaliste met en scène des spectateurs populaires qui ne savent pas où donner de la tête, quoi regarder, comment formuler leurs impressions, et pour qui l'écrin, jusque dans ses correspondances familières, l'émerveillement devant le parquet, est aussi bouleversant que ce qu'il protège. Faut-il d'ailleurs parler de bouleversement, d'émotion esthétique qui ferait de cette visite au Louvre un moment crucial dans la vie de ces individus? On distingue assez nettement trois axes dans ce passage qui marquent l'échec d'une aventure à laquelle il n'était pas préparé, à laquelle même il n'avait jamais pensé. L'épisode éclaire avec assez de netteté les travers et les limites de l'espace muséal au XIXe siècle. Zola y cerne les malheurs d'un public qui ne se sent pas à sa place. L'écrivain naturaliste place d'emblée la visite sous le signe d'un lieu de pouvoir. La nudité sévère de l'escalier les rend graves. Monter les marches est d'abord le rappel de leur petitesse. Il y a ensuite l'huissier, la livrée galonnée d'or redoublant leur émotion. Ils entrent avec respect, presque sur la pointe des pieds. Ils foulent un sol sacré. Le parquet émerveille. De ce saisissement initial, il demeurera toujours une attitude quasi infantile, sous la surveillance d'un monsieur Madinier qui rythme leur avancée et murmure à demi-voix. Ils suivent en ordre. Il y a dans cette déambulation l'apparence d'une dérive et le choix zolien du radeau de la Méduse n'est pas innocent. Sur le parquet, Mel Remanjou croit marcher sur l'eau. Tout est insécurité. Cette impossible liberté ressort aussi d'une violence produite par l'inflation scopique inhérente au musée. À peine arrivés, leurs yeux sont emplis de l'or des cadres. Les images sont trop nombreuses. Ils filent et devant eux, encore des tableaux, toujours des tableaux. Dans tous les sens, à tous les niveaux, cela finit par leur casser le cou et leur causer un gros mal de tête. Où est le plaisir esthétique dans cette profusion de peintures qui épuise le sujet auquel elle est présentée? Zola complète d'ailleurs le désastre en n'omettant pas la faillite pédagogique du musée. Il en présente les deux visages. Le premier tient évidemment à la faiblesse culturelle des gens de la noce. Ils ne savent où regarder, admirent ce qui n'a pas lieu de l'être, les cadres, les dorures, le parquet. Ils sont saisis, immobiles, et leur dérive est celle d'un peuple médusé. Ils sont les spectateurs passifs de la beauté, du style, de l'art, limités par leur ignorance ahurie. Quand ils se risquent à un jugement, c'est le décalage ignare qui est mis en relief. Bosch trouve que Géricault s'est tapé, et pour Coupeau, la Joconde est ramenée à une ressemblance familiale. Mais cette inculture s'étale d'autant plus au grand jour que le musée se pose lui-même en espace discriminant, voire d'exclusion. Trop fourni pour qu'on y comprenne tout, il méprise son public qui trouve bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. On repère l'absence de toute démarche facilitant la compréhension des œuvres. Le public est laissé à sa solitude.
Au-delà des effets purement littéraires et de ses avatars symboliques, cette aventure incongrue au Louvre est révélatrice, selon Bruno Nassim, d'un crépuscule du musée et de ses fonctions traditionnelles: patrimoine, éducation, plaisir. Tout s'élabore autour d'un foisonnement luxurieux et une accumulation maniaque. Il n'y a pas loin de l'art à la production de luxe dans la logique induite par la capitalisation des biens. Et dans ce mélange prétendument original de générosité démocratique et d'impérialisme national, l'art est paradoxalement désinvesti et n'est plus historique au sens disciplinaire. Qu'est-ce à dire? Sinon que l'idée même du musée implique une inscription de l'art dans un ordre consacré où l'essentiel est de confondre l'art, son historicité et sa conformité. Et la rupture visible, irréductible peut-être, que Zola marque entre les œuvres et le regard, l'achèvement de l'idéal révolutionnaire, Bruno Nassim en situe le point nodal vers 1870, quand l'art est en train de perdre sa visibilité dans le dispositif même conçu par son accumulation et son exposition. Or, cette datation correspond à tout un bouleversement interne de la recherche picturale et aux incidences de ce bouleversement dans la détermination structurée d'un champ propre à la peinture. Il n'échappe pas non plus qu'il y a contemporanéité avec l'époque que Pierre Bourdieu examine sur le plan littéraire. Baudelaire peut voir dans les peintres contemporains les plus audacieux des esprits susceptibles de montrer à l'écrivain la voie de la singularité. Et après lui, il est curieux d'observer que cette équation écrire autrement, c'est peindre autrement, définit une nébuleuse hétérogène d'écrivains pour qui la question de la peinture est au cœur de leur recherche littéraire. Si l'on s'en tient à la seule période d'avant 1914, peut-on comprendre l'entreprise de Zola sans ses démêlés avec Paul Cézanne et sans la prise en compte de ses réflexions sur l'art? Le combat malarméen face à la page blanche, les préciosités de Gourmont, les expériences de Jarry, la stylistique proustienne. Tous ces auteurs prennent conscience, en considérant le champ pictural, que ce qui prime dorénavant est l'originalité et que celle-ci est le seul rempart contre le néant d'une production de plus en plus conséquente. Ce détour par les musées, la peinture et les écrivains éclaire, nous semble-t-il, le cheminement de Bourdieu quant à la construction de son analyse littéraire. Deux pôles pour un parcours intellectuel, l'amour de l'art et les règles de l'art. Deux titres à la fois proches et dissemblables. Le premier ouvrage voudrait sans doute croire à l'emportement irrépressible devant le tableau, à l'émotion, à la spontanéité, à la sensibilité. Il consacre le poids de la médiation, la puissance de l'institutionnalisation, la détermination de l'habitus, éclairant ainsi le processus de légitimation du champ artistique. Et dans ce domaine, il s'agit de constater que l'évolution de l'art marque le passage de l'œuvre à la signature, jusqu'à ce que la signature soit tout. Le second ouvrage s'arrête, lui, sur la structure qui entérine cet état de fait. Là encore, le titre doit se prendre avec précaution, parce qu'il ne s'agit nullement d'une poétique, d'une analyse prescriptive. Pierre Bourdieu ne fixe pas les règles, ne suppose pas qu'avant le tournant de la modernité, il n'y eut jamais de règles. Il essaye de montrer comment la légitimité de l'artiste est induite par une configuration sociale, politique, économique, culturelle, et quelle place nouvelle il occupe dans ce contexte particulier. Pierre Bourdieu offre une histoire sociale et idéologique de la légitimité de l'espace littéraire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.